bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. L'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend sur le Sahara marocain. C'est l'une des dispositions à retenir de la déclaration conjointe publiée à l'issue des entretiens entre le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, reçu hier à Rabat. Plus encore, Rabat et Madrid entendent s'engager dans une nouvelle étape et fructifier leur partenariat multiforme. Pour en parler, nous recevons Bertrand de Lagrange. Il est journaliste franco-espagnol et éditorialiste international. En direct avec nous depuis la capitale espagnole, Madrid. Bonjour Bertrand de Lagrange. Bonjour. Alors, après un an de bruit, c'est finalement l'idylle qui revient entre Rabat et Madrid. Vous avez lu certainement ou entendu parler de cette déclaration conjointe que je venais de citer par endroit. Alors, que vous inspire finalement ce retour à la normale entre Madrid et Rabat ? Eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que le gouvernement espagnol a beaucoup tardé à prendre une position beaucoup plus claire sur le Sahara. Je crois que cela fait des années que cette position aurait dû être prise par le gouvernement espagnol, mais il y a des raisons de politique intérieure et un passé colonial, des engagements, etc., qui ont retardé indûment cette déclaration qui finalement a été provoquée à la suite d'un incident très mal géré par le gouvernement espagnol, qui est l'hospitalisation du chef du Polisario l'année dernière, l'hospitalisation en Espagne qui s'est faite dans des conditions disons plus secrètes, mais qui ont été rapidement révélées. Donc, cette situation a finalement obligé l'Espagne à modifier sa politique dans le sens où c'était devenu une sorte de condition pour normaliser les relations entre les deux pays. Et je crois que le Maroc a très bien joué sa carte sur ce plan-là. Et le communiqué qui a été publié hier en est le reflet. Mmh. Donc un communiqué, en tout cas, qui mentionne beaucoup d'aspects, parmi lesquels la reprise immédiate donc, des liaisons maritimes entre le Maroc, les ports marocains et les ports espagnols, une reprise graduelle et progressive. Mais aussi, il y a peut-être bientôt aussi la réouverture des points de passage au niveau donc, de Ceuta et Melilla, entre autres points qui ont été évoqués dans cette déclaration conjointe. Alors, cela dit, sur un plan purement politique et diplomatique, comment pensez-vous, quelles sont les futures évolutions à attendre après donc l'Espagne aujourd'hui reconnaisse ou en tout cas soutient la proposition ou l'initiative d'autonomie marocaine sur le dossier du Sahara justement, selon vous, quels sont les prochains pas à franchir de la part de Madrid? Bon, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. D'abord, il faut très clairement dire que la position du gouvernement Sanchez dans ce cas-là a été très mal reçue par l'opposition et y compris par une partie de la coalition qui fait partie de son gouvernement. Ce n'est pas une surprise et c'est essentiellement dû à une lecture de l'affaire, des relations maroco-espagnoles, une lecture en termes de politique intérieure. Un phénomène qui survient dans énormément de pays où un thème délicat se transforme finalement, un thème délicat de politique étrangère a des répercussions nationales qui font que ça complique énormément le panorama. Donc là, il va y avoir un travail important à réaliser sur le plan intérieur. Le Congrès espagnol, donc le Parlement, a voté majoritairement contre la nouvelle position du gouvernement espagnol. Je crois que c'est un problème, mais je crois que ça peut être tout à fait résolu par une série de démarches de politique intérieure et de négociations avec les autres partis.
Mais je crois que l'autre élément qui est très important, c'est le fait que l'Espagne, finalement, rentre dans une position plus européenne. Et je pense que l'important, c'est que maintenant, l'Espagne était un peu l'obstacle pour que l'Union européenne prenne une position unique sur le Sahara, sur l'avenir du Sahara, ou en tout cas pour appuyer cette position qualifiée de sérieuse, réaliste et crédible, qui finalement, ce sont trois adjectifs qui sont devenus absolument fondamentaux lorsqu'on parle maintenant du thème sahraoui. Donc, je crois qu'il faut passer à l'étape supérieure et que l'Union européenne prenne une position unique qui ira dans le même sens, à mon avis. L'Espagne était un peu l'obstacle puisque c'est l'ancienne puissance coloniale. Tant que l'ancienne puissance coloniale avait la position qu'elle avait, il était difficile pour l'Europe de prendre une position unique. Maintenant, avec ce changement et le fait que la France et l'Allemagne sont déjà sur cette position, plus à l'extérieur, la position des États-Unis qui est très claire, je crois que ça ouvre la porte à une position commune de l'Union européenne. Et cela va faciliter énormément les choses et notamment va les faciliter dans le cadre de la politique intérieure espagnole, où à partir du moment où il y aura une position européenne, il sera beaucoup plus difficile pour l'opposition en Espagne de refuser cette nouvelle position. Alors, je rappelle qu'aussi, selon les termes du communiqué ou de la déclaration conjointe, il y a l'établissement donc le groupe de travail sur la délimitation des espaces aériens et de la façade maritime, mais il y a aussi des groupes de travail qui vont être formés sur la gestion migratoire, entre autres, justement sur l'aspect migratoire. Selon vous, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu cette année, comme événement, aussi bien dans le nord que sur la côte atlantique. Selon vous, à quel type de solution pourrait-on se diriger? Bon, les solutions sont connues. Ça fait très longtemps que le problème existe. Il n'est pas d'ailleurs unique au Maroc, puisque l'Algérie aussi a vu les départs vers l'Espagne croître à un rythme absolument frénétique depuis 2 ans. On a connu le cas de la Libye. Donc, ce sont des situations très difficiles à gérer pour plusieurs motifs. D'abord parce que les pays d'où partent les migrants considèrent qu'ils n'ont normalement pas un travail de police à exercer au nom des pays européens. Mais je crois que le Maroc, dans le passé, a agi de telle manière qu'il a prouvé qu'il était possible de contrôler ces flux. Je crois que si les relations sont bonnes entre l'Espagne et le Maroc, la possibilité de contrôler les flux de migrants sera beaucoup plus facile à mettre en place. À partir du moment où il y a des tas de problèmes qui se posent, comme c'était le cas récemment, et au point que les deux pays même ne se réunissaient plus officiellement, il est évident qu'il était très difficile d'arriver à un accord sur les migrations. Donc je crois que là, on sait exactement quels sont les paramètres qui peuvent être appliqués et que même si c'est un phénomène qu'on ne peut pas supprimer, on peut en tout cas le freiner et l'organiser. Et donc, je crois que l'Europe, pour sa part, non seulement l'Espagne, a une responsabilité aussi dans l'organisation des migrations, que ce soit à travers de quotas ou à travers des systèmes qui permettent de légaliser et régulariser ce type de migration. Ce n'est pas facile, mais je crois qu'on a fait un pas en cette direction. Alors, il y a un autre volet important, c'est l'aspect économique sur ce plan. On rappelle que l'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc. Plus de 700 entreprises espagnoles exercent ou sont établies, installées au Maroc. On parle de plus de 17 000 entreprises espagnoles qui ont des liens avec le Maroc, en tout cas ont des interactions avec l'économie marocaine. À ce titre, selon vous, quel nouveau pas ou quel nouveau cap il faudrait franchir ou ouvrir pour mieux fructifier cette relation?
Bon, je crois que ça, c'est essentiellement le secteur privé. À partir du moment où le secteur privé espagnol voit qu'il y a des possibilités d'investir au Maroc, qui est un pays dont la stabilité politique ne fait pour l'instant aucun doute, je pense que c'est un mouvement naturel qui se fait de l'Espagne vers le Maroc, de la même manière qu'on peut le voir avec les investisseurs français. Je crois que les Espagnols ont beaucoup de choses à offrir sur le plan des investissements pour les infrastructures. Il y a énormément de concurrence sur ce plan-là. Dans la petite et moyenne entreprise, les Espagnols sont déjà très présents au Maroc. En revanche, dans les grandes infrastructures, on voit qu'il y a quand même les grands groupes français et les Chinois ont une présence très importante parce qu'ils disposent de moyens plus importants, notamment pour le transport par rail, les autoroutes, etc., bien que les Espagnols soient aussi des spécialistes dans la construction d'autoroutes. Donc, je crois qu'il y a un marché important qui se présente, qui était déjà là, qui était déjà assez bien exploité et que ça donne beaucoup plus de sécurité aux investisseurs quand les relations entre les deux gouvernements sont bonnes. Et le tourisme, c'est la même chose. Le tourisme a été freiné essentiellement par la pandémie, mais maintenant, je pense que les portes vont enfin se réouvrir véritablement et que les touristes espagnols, et notamment, et en plus, tous les Marocains qui vivent en Europe pourront cette année aller passer leurs vacances au Maroc. Justement, le tourisme, un des points importants parce qu'on sent une forte, en tout cas, attirance des deux côtés, aussi bien des villes espagnoles envers les touristes marocains que dans le sens inverse. Alors, je rappelle que cette déclaration donc, conjointe devrait être un comité en charge de sa mise en œuvre devrait donc être désigné dans un délai de 3 mois pour la mise en œuvre donc, de ces déclarations, des points contenus dans ces déclarations. Alors, il y a un autre aspect aussi qui ne peut être exclu de toute discussion, c'est la coopération sécuritaire, aussi bien en matière de lutte contre le terrorisme qu'en termes de sécurité, de lutte contre le trafic. À ce point-là, les différents trafics, je veux dire, à ce point-là, selon vous, comment aujourd'hui renforcer cette collaboration entre Madrid et Rabat? Bon, je crois d'abord que la collaboration sécuritaire n'a jamais cessé, même si on a pu penser, certains ont pu penser, ont même affirmé qu'en fait, qu'elle avait été suspendue ou réduite. Je crois que la coopération sécuritaire est indispensable pour les deux pays et que même si on n'en parlait pas publiquement, elle a continué à fonctionner alors que les relations étaient au plus bas. Et je crois que c'est une logique d'État et il est normal qu'il puisse y avoir une coopération très, très active sur ce secteur. Le secteur sécuritaire. Alors, cela dit, si on élargit un peu, et vous l'avez tout à l'heure évoqué, vous disiez qu'aujourd'hui, c'est l'Espagne qui constitue plutôt une sorte d'obstacle pour l'Union européenne en termes de prise de certaines décisions. Selon vous, en termes de calendrier ou d'agenda, peut-être que ça devrait se concrétiser prochainement ou peut-être la crise en Ukraine sera peut-être un effet de retard par rapport à ce pas qui devrait être franchi par l'Union européenne? Bon, évidemment, la crise de l'Ukraine affecte tout, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, même dans les régions les plus éloignées, sont affectées par ce qui se passe en Ukraine. Donc là, il est très difficile de savoir ce qui va se passer, mais je pense que les premiers pas ont été donnés et que en marge de ce qui se passe en Ukraine, les négociations vont avancer peu à peu, peut-être plus lentement, je n'en suis pas aussi sûr, mais je crois qu'il y a un autre obstacle aussi qui existe, qu'il ne faut pas oublier, qui est quand même l'obstacle algérien, et qui crée quand même un problème pour l'Espagne, dans la mesure où l'Espagne dépend partiellement du gaz algérien. L'Espagne dépend moins que ce que l'on croit du gaz algérien, surtout depuis que
l'Algérie a fermé le gazoduc qui traverse le territoire marocain. Aujourd'hui, l'Espagne dépend à peu près autour de 25% du gaz algérien, et c'est le gaz des États-Unis qui est devenu majoritaire avec environ 33% des approvisionnements. Mais pour l'avenir, ça pose quand même un problème. Et l'Algérie peut mettre des bâtons dans les roues, va le faire, a déjà commencé à le faire. Je pense que l'Algérie était parfaitement informée au préalable de la décision de l'Espagne de modifier sa position. Mais évidemment, l'Algérie joue aussi sa propre carte et elle ne va pas céder comme ça du jour au lendemain, après avoir tenu une position absolument inchangée depuis 1975. Donc, il faut s'attendre de ce côté-là aussi à un obstacle qui, à mon avis, sera aussi résolu au cours des prochains mois, peut-être un peu plus, mais je crois qu'on va avancer beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit, que beaucoup le pensent. On va avancer donc beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Merci à vous, Bertrand Delagrange. Je rappelle que vous êtes journaliste franco-espagnol et éditorialiste international. Vous étiez en direct avec nous ce matin depuis Madrid pour nous parler donc de ce retour à la normale entre Rabat et Madrid. Bonne journée à vous, Bertrand Delagrange. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.